20h, un nouvel archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Baba, succède à Monseigneur Basile Vengon. Des réactions foisonnent au sein de la communauté catholique au Gabon. Janice Ndongema de la rédaction Gabon Première sera avec nous en plateau pour en parler dans un instant. Dans le journal également, Noël Mbumba, l'ancien ministre du pétrole, a été mis en liberté conditionnelle. Il a animé une conférence de presse ce matin autour de ses conditions de détention. Andy Tongune fera le point dans ce journal. Et puis l'ouverture à la commercialisation des résidences, les parasoliers, l'objet a été au cœur de la conférence de presse animée ce matin par la direction générale de la Société nationale immobilière. On en parlera avec Stévio Yann Mézu de la rédaction Gabon Première dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, stratégie de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre Julien Kogué Bekale a reçu à cet effet les leaders religieux pour leur implication dans le processus de sensibilisation. Les précisions de Dimitri Abourneur, Arnaud Mengi. Le message martelé par le Premier ministre est le même. Retransmettre auprès des Gabonaises et des Gabonais les dispositions préventives prises par le gouvernement pour éviter toute contamination au Covid-19. Dans une échelle de 3, nous sommes déjà à niveau 2 d'alerte au niveau de la République gabonaise. Il est possible que nous montions un jour au niveau 3. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut attendre des communautés religieuses? La première chose, c'est justement être les relais de ce que nous avons entendu. Vous n'avez que 4 personnes ici, mais nos communautés sont des centaines, nos ministres du culte et nos fidèles. Donc, il faudrait que nous puissions retransmettre déjà l'information qui était donnée. La deuxième chose, c'est également avoir la bonne information. Parce que souvent, l'erreur, c'est de se laisser aller par tout ce que nous voyons comme psychose. J'appelle ça de l'envoûtement collectif, où tout le monde pense avoir l'information et la distiller. Il faut aller à la source de l'information pour savoir ce qui se passe. Il faut l'expliciter, aucun cas n'a encore été détecté au Gabon. Cependant, les autorités gouvernementales sensibilisent les leaders d'opinion sur la problématique des rassemblements de masse. La problématique nous a été posée. Si nous élevons le niveau de risque sous la base des informations que l'État n'est-ce pas, aura, comment vous allez gérer, n'est-ce pas, le flux de membres qui viennent dans vos communautés. Ce qui a été extrêmement, on va dire, encourageant, c'est que le gouvernement, par la voix du Premier ministre, laisse la latitude aux communautés de s'organiser dans le cas où cette éventualité devait arriver. Un dispositif important de détection a été placé à l'aéroport Léomba. Des centres d'accueil sont déjà aménagés dans les centres hospitaliers de la capitale ainsi que dans les provinces. Santé également dans l'extrême nord du Gabon, mesures préventives contre le coronavirus. Le gouverneur de la province du Haut-Lantem, Joël Ogouma, a visité le dispositif de surveillance et de riposte mis en place aux frontières terrestres. La correspondance de Jeune et Koga. Des Boro, Meyokie, en passant par Mobogo, cette visite inopinée du dispositif de surveillance et de riposte de l'éventuel Covid-19 dans le Haut-Lantem avait son importance. Nous sommes rendus donc sur le site des Boro, et maintenant sur Meyokie. Nous constatons effectivement la mise en place du dispositif avec le personnel de santé, le matériel, les masques, les thermoflash. Nous devons être extrêmement stricts dans les contrôles. La vigilance doit être relevée. Il vaut mieux prévenir que guérir. Précédé d'un chapelet de réunion en son cabinet de travail, partout, le dépositaire légal de l'autorité de l'État dans le septentrion réactive l'ordonnance sécuritaire. La province de Haut-Lantem a plusieurs portes d'entrée, n'est-ce pas, avec les pays voisins, les pays frontaliers. Nous avons eu à constater effectivement quand même qu'il y a encore des besoins en ce qui concerne justement les commodités matérielles. Mais nous avons déjà eu à exprimer des besoins pour que les équipes soient dotées de tentes, parce que comme vous le constatez, ce qui sert d'abri n'est pas suffisant tant pour le personnel. Si des zones de confinement sont identifiées dans les structures sanitaires locales, la vigilance, la rigueur et autres mesures d'accompagnement s'imposent aux dites portes d'entrée au Gabon à forte attraction. Deuxième journée scientifique monothématique, les travaux du centre hospitalier universitaire de Libreville ont traité de l'éventration, une pathologie liée à l'intestin grêle. Betty Nzembe, Jean de Dieu Mambondo pour le point.
Pour cette deuxième journée scientifique monothématique, l'accent est mis sur la pathologie appelée l'éventration. Cette affection, dont le traitement est parfois difficile, a été revue afin de permettre aux médecins praticiens et aux étudiants en médecine de mieux prendre en charge les nombreux patients porteurs de cette maladie. Ce que nous faisons, c'est essayer de discuter entre nous pour voir quels sont les moyens qui nous permettent d'améliorer la prise en charge de ces patients pour avoir les meilleurs résultats et le minimum de complications. Le diagnostic est fait, nous avons tous les moyens diagnostiques paracliniques, puisque nous avons l'échographie, nous avons le scanner s'il le faut pour les éventrations qui sont difficiles à diagnostiquer sur le plan clinique. L'éventration de la paroi abdominale, c'est le thème de la dite journée au cours de laquelle les statistiques de cette pathologie sont connues. Chez nous, nous avons fait une étude récente qui montre que la chirurgie de l'éventration représente à peu près 8% de l'activité chirurgicale au service de chirurgie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. C'est pour ça qu'il nous a paru judicieux justement d'en parler de long en large. L'éventration est liée à l'intestin grêle à travers la paroi abdominale. Lors d'une complication, elle nécessite une opération chirurgicale. Et religion comme annoncé en titre, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba est le nouvel archevêque de Libreville, nommé à Rome par le pape François. Il était jusqu'à présent l'évêque du diocèse de Franceville. Janice Ndonguema, Arnaud Mengue pour le point. A nommé archevêque de Libreville à son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Tout le monde a été pris de court par cette nouvelle que l'Église attend depuis 4 ans. La démission effective du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Libreville, conduit par Monseigneur Basile Mve-Ingon, n'était presque plus d'actualité. Il a eu des mots justes, les mots tendres à l'endroit de son successeur. Jean-Patrick Ibaba est le pasteur dont notre diocèse a besoin. Le nouvel archevêque de Libreville compte sur son Seigneur pour réorganiser l'église du Gabon. Merci au Seigneur qui, depuis toujours, guide mes pas et m'associe à sa mission. Merci à notre Saint-Père, le pape François. Né le 18 avril 1966 à Libreville, le nouvel archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, embrasse ses études philosophiques au grand séminaire Émile Biyanda de Brazzaville, de 90 à 93. Puis il s'envole pour Rome, apprendre la théologie à l'université Urbaniana, avant d'être ordonné prêtre le 19 juillet 1998 à Libreville. Au moment où il prend la direction de l'archevêché de Libreville, il est évêque du diocèse de Franceville. Un nouvel archevêque de Libreville, on enregistre un florilège de réactions au sein de la communauté catholique. On écoute quelques-unes au micro de Janice Ndonguema, Arnaud Mengue. Le Saint-Père vient de gratifier notre archidiocèse de Monseigneur Ibaba comme archevêque de Libreville. C'est une joie immense. Monseigneur Ibaba est un fils de ce diocèse qui est parti en mission à Franceville, envoyé par le pape, et qui, avant d'aller à Franceville, a été d'abord accueilli par Monseigneur Basile à Franceville, et il a eu même la grâce de l'ordonner évêque, et il vient pour le succéder à Libreville. C'est une joie immense. C'est un jeune qu'on nomme. Nous pensons que ceux qui ont choisi sa personne ont fait le bon choix. Une joie, une très grande joie de l'avoir vraiment parmi nous, parce que j'ai prié vraiment pour qu'il y ait un homme de prière au milieu de l'église du Gabon. Rendre grâce à Dieu pour cette nomination. Nous sommes très contents, très heureux que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba soit nommé archevêque de Libreville. Là avec moi en plateau, Janice Ndonguema, journaliste à la rédaction Gabon Première. Janice, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Tatiana. Alors vous êtes au frais de cette actualité religieuse, un nouvel archevêque de Libreville. Quel climat prévaut au sein de la communauté catholique du Gabon?
Alors, merci de me poser la question. Et donc, je vais davantage l'aborder dans le sens même de l'état dans lequel que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba prend l'Église. Il faut dire que l'Église catholique du Gabon est clivée, c'est-à-dire très profondément divisée. Pour quelles raisons? J'en ai recensé 4 grandes raisons. La première, c'est que les catholiques sont divisés en raison des tendances spirituelles. Les conservateurs et les charismatiques qui s'affrontent au sein de l'Église, et donc ces deux sensibilités-là, les chrétiens se rangent derrière ces deux sensibilités spirituelles. Et puis la deuxième raison, c'est la mauvaise gestion financière qui prévaut dans l'Église catholique et qui est tant décriée aussi bien par les fidèles que les prêtres. La troisième raison, c'est l'influence politique. Alors tous ces clivages politiques que vous observez dans le fonctionnement normal du climat, du paysage politique national, rejaillissent à l'intérieur de l'Église catholique et même donc prennent le pas sur l'unicité même de l'Église. Et la quatrième dernière grande raison qui est constituée comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est effectivement les décisions arbitraires qui sont prises par l'archevêché de Libreville, notamment en termes d'affectation, de complaisance et des affectations disciplinaires qui sont considérées comme des sanctions. C'est-à-dire que pour peu que votre tête ne plaise pas, eh bien, vous êtes en affectation disciplinaire. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs le décret du 7 janvier 2020 portant suspension de toutes les piétés populaires. Alors, c'est un décret qui a beaucoup terni l'épiscopat du Père archevêque Monseigneur Basile Vengon, aussi bien à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Et justement, est-ce qu'il y a nécessité pour le nouvel archevêque de Libreville de remettre en activité ces piétés populaires? Eh bien, je pense très fortement que oui. Le nouvel archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a tout à gagner, tout intérêt à remettre en activité les piétés populaires. Oui, parce que le décret de suspension du 7 janvier prive les fidèles catholiques des seuls lieux de grâce depuis 10 ans où le Christ vivant opère et dispense des grâces de sanctification, de conversion, de guérison spirituelle et physique à son peuple et authentifié, parce qu'il y a effectivement des témoignages vérifiés au cours de ces assemblées religieuses. Et ce décret prive également les fidèles catholiques de la beauté, de la découverte de la beauté des sacrements et notamment l'Eucharistie qui est source et sommet de toute vie chrétienne. Jeannie, je vais dévoiler un secret sur ce plateau. Vous êtes très croyante. Bonne continuation pour le carême. Eh bien, je le suis. Je le suis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Jeannie Sondong-Guima, journaliste à la rédaction de Gabon Première. Vous restez avec nous dans l'actualité institutionnelle. 2 réunions statutaires ce matin et la conférence des présidents au Sénat. Les travaux du palais Omar Bongo ont vu la présence du ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Mekam, Gervais Fabrice Otuga, Franck Mexan Mangolo. L'activité au Palais Bongo Ndimbassé du Sénat a été marquée par les travaux des 2 réunions statutaires que sont la réunion du bureau et la conférence des présidents. Au menu de l'ordre du jour de la réunion du bureau, l'état d'exécution des décisions et recommandations de la précédente réunion du bureau, affaire à soumettre à l'examen du bureau et les communications du président du Sénat. Saisissant cette occasion, les sénateurs membres du bureau ont tenu à féliciter le président du Sénat, l'une des premières personnalités au niveau national à se saisir de la question liée au Covid-19. Le bureau du Sénat a d'ailleurs réitéré sa détermination à lutter contre ce virus avant d'interpeller les populations à faire preuve de vigilance et à suivre minutieusement les mesures préventives édictées par le gouvernement gabonais. En deuxième heure, le président du Sénat a dirigé, cette fois-ci en présence du ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Mekamne, les travaux de la conférence des présidents. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Les communications ont porté, entre autres, sur la lettre du président de la Cour constitutionnelle relative à la requête présentée par le Premier ministre tendant au contrôle de la constitutionnalité de la loi déterminant les ressources et charges de l'État pour l'année 2020. Le Conseil économique, social et environnemental a consacré sa session ordinaire du 18 février au 12 mars 2020 au thème du Code du travail en République gabonaise, enjeux et perspectives. Le compte-rendu d'Éric Nzengi Badinga, Francis Ngomo. Ce thème à forte connotation sociale entre dans les prérogatives de l'institution. En effet, la Constitution habilite le Conseil à s'autosaisir dans le cadre de sa compétence consultative générale pour donner un avis au pouvoir exécutif et législatif. Il y a la création de nouveaux emplois dans notre pays, mais s'il nécessitait un certain encadrement
Et cet encadrement passe par l'adoption de nouveaux outils qu'il faut adapter à notre code de travail pour lui donner une force. Le Gabon est en train de diversifier son économie. Et donc il faut un arrimage entre un éventuel nouveau code et les enjeux de développement durable. Déjà en termes de perspective. Il faudrait aussi, toujours dans ce même cadre, renforcer le nouveau code sur les maladies professionnelles. Le code en gestation propose un cadre juridique novateur et permet l'instauration d'un contexte de dialogue social efficace, constructif. Nous avons jeté un regard sur l'importance de maintenir l'employabilité dans notre pays, l'attractivité dans notre pays. Il faudrait que ce code soit assez flexible pour permettre aux investisseurs, pour permettre aux employeurs, mais également que ce code protège l'emploi, donc le travailleur. Et ces perspectives ont été élaborées en termes de recommandations fortes qui sont adressées au gouvernement, au président de la République et au Parlement. La liberté syndicale et la protection du droit syndical occupent une place de choix dans ce code du travail. La première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental s'achève. Les travaux qui ont mis un accent sur la dynamique du gouvernement dans la prévention à l'épidémie du coronavirus. Elvire Milenji, Badinga, Eric Mokoko nous en parle. L'implication du nouveau Code du travail dans la vie économique et sociale des Gabonais a constitué le principal centre d'intérêt des conseillers économiques, sociaux et environnementaux réunis depuis le 18 février 2020. Une problématique dont l'examen minutieux devra déboucher sur la préservation de la paix sociale. Le nouveau Code du travail devra être un instrument de référence qui suscite admiration et inspiration. Il devra garantir le bien-être des travailleurs par un travail décent tout en créant les conditions de flexibilité acceptables et susceptibles d'améliorer l'environnement des affaires. Une perspective qui a permis aux conseillers de formuler à l'endroit du gouvernement un certain nombre de suggestions, parmi lesquelles codifier les modalités d'embauche, d'exécution du contrat de travail. Il faudrait légiférer en faveur de la préférence nationale. Avant de recourir à la main-d'œuvre étrangère, il faudrait convoquer une concertation sociale inclusive avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en vue de la signature d'une trêve sociale inclusive de 24 mois. La propagation vertigineuse de l'épidémie du coronavirus à travers le monde n'a pas laissé de marbre le premier vice-président du CSE qui a, dans son allocution de clôture solennelle, soutenu la détermination du gouvernement à œuvrer dans l'intérêt des populations. Et dans le reste de l'actualité, retenu à la prison centrale de Libreville depuis plusieurs mois, Noël Mbumba, l'ancien ministre du pétrole, a été mis en liberté conditionnelle ce mercredi. Il a tenu une conférence de presse ce matin autour de ses conditions de détention. Andy Tongi, Gérard Magnaga pour Le Point. L'ex-ministre du pétrole Noël Mbumba jouit d'une liberté provisoire. Il a été interpellé en fin 2019 dans le cadre de l'opération Scorpion et poursuivi pour blanchiment des capitaux, association des malfaiteurs et détournement des deniers publics. Devant les hommes des médias, Noël Mbumba reconnaît avoir exécuté certaines missions. S'agissant de faits qui me sont reprochés, je tiens à préciser à l'opinion que j'ai reconnu avoir exécuté des instructions malveillantes de la part des personnes qui ont profité de leur position dominante pour me conduire à poser des actes contraires à la loi. Dans tous les cas, je tiens à réitérer, ici et maintenant, mon attachement indéfectible à la vision et à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et l'assure de ma totale fidélité et de ma loyauté. Pendant sa détention, Sieur Mbumba dit avoir bénéficié d'un traitement humain. Je ne reconnais pas ici avoir été victime d'un traitement dégradant à la prison et je ne peux pas témoigner ici que des personnes ou que j'ai vu des personnes avoir subi des traitements dégradants pendant mon séjour à la prison centrale de Libreville. Je n'ai jamais pris part à une réunion de mise en place de stratégies de déstabilisation, mais à la question de savoir s'il en existe, oui, il existe un plan de déstabilisation pour
éventuellement un coup de force. La sortie de Noël Mbumba démontre sa volonté de sauver sa peau et de désavouer ses anciens compagnons de la GEF. L'avocat de l'ex-ministre du Pétrole a tenu à expliquer la procédure d'obtention de mise en liberté de son client. En voici un extrait au micro d'Andy Tongui. L'article 143 du Code de procédure pénale dispose que la demande de mise en liberté provisoire peut être formulée à tout moment de la procédure. Donc ce que nous avons fait, et le juge d'instruction, après avoir examiné notre demande, après l'avoir transmise au parquet aux fins de réquisition et notifiée à la partie civile pour avis, nous a donc rendu cette ordonnance en faveur. Il faut dire que la loi, et c'est d'ailleurs la Constitution, en son article 1er alinéa 23, qui dispose que nul ne peut être placé sous mandat de dépôt s'il ne dispose de garanties de représentation. Et mon client dispose de garanties suffisantes de représentation. Il a un domicile connu et il a un domicile notoirement connu qui est celui de son avocat parce que la constitution d'avocat vaut élection de domicile et donc avec autant de garanties et après avoir donné tout ce qu'il savait dans cette procédure, le juge d'instruction a donc jugé utile de faire bénéficier à mon client de cette liberté provisoire. On parle économie à présent, on s'achemine vers la révision de la convention collective à la CETRAG. La société d'exploitation du Transgabonais, les partenaires sociaux viennent de remettre le projet de révision de la dite convention au directeur général de la CETRAG et à l'inspecteur spécial en charge du Transgabonais. Le point avec Arnaud Mbabekun, Victor Mundunga. La révision de la convention collective entre la direction générale de la CETRAG et les partenaires sociaux est en marche. Négociée en 2017, ces dispositions prévoient qu'elle peut être après 3 ans, soit dénoncée ou révisée. À l'issue des travaux préparatoires au centre de formation de Franceville, en vue de la réviser, le projet a été remis à l'inspecteur spécial du Transgabonais. Il était question qu'ils remettent ce travail-là à leur hiérarchie et ils ont pensé nous associer pour nous remettre ce projet. Nous allons maintenant nous y atteler pour faire la lecture de ce projet et au moment venu, quand les travaux vont reprendre, nous les apporterons, parce que là, nous sommes là pour les assister et apporter les réponses. Nous serons à même d'apporter notre contribution dans ce cadre-là. Ce projet de révision en vue d'améliorer les conditions de vie, voire de travail, porte essentiellement sur le répertoire des opérations des métiers et des emplois. Nos travaux se sont basés sur 3 éléments principaux. Donc, la classification, qui concerne le salaire de base et les accessoires des salaires, notamment les primes et les indemnités. La révision, c'est pour voir améliorer nos conditions de vie, parce que l'existant reste la référence. Si nous sollicitons réviser, c'est que nous voulons les conditions meilleures par rapport à celles qui existent. Après être remis au directeur général de la CETRAG, puis à l'inspecteur spécial du Transgabonais, il reste aux partenaires sociaux et à la direction générale de valider ce projet de révision de la convention collective. L'ouverture à la commercialisation des résidences, les parasoliers, objet de la conférence de presse ce matin animée par la direction générale de la Société nationale immobilière SNI. Eh bien, je vous en propose précision avec Stévio, Yann Mézu et Richard Mobiwa. Ce face-à-face avec les médias nationaux et internationaux découle de la volonté de la Société nationale immobilière de mettre en lumière la gestion transparente d'acquisition des appartements SNI, un mode de management qui fait partie des valeurs de l'entreprise. Les critères d'accession aux différentes opportunités de logement autour des résidences, les parasoliers, sont accessibles à tous. Les résidences, les parasoliers implantés en Gonje, dans la commune d'Akonda, sont situés à 2 km de l'hôpital d'instruction des armées, à 3 km de la mairie du 2e arrondissement et à 4 km du stade de l'amitié sino-gabonaise. Un emplacement qui fait de ce site un cadre idéal de vie. Il s'agit d'un programme de 20 immeubles repartis en 260 appartements. Dans la première phase, nous allons développer donc 8 immeubles de 96 appartements. La commercialisation va se faire sur l'ensemble du programme pour permettre à ces compatriotes-là qui ont déjà les capacités ou le désir de devenir propriétaires de le faire dès maintenant.
la livraison va être échelonnée. D'abord d'ici octobre pour le premier lot et ensuite sur 18 mois pour le reste des immeubles. Résolument engagé à offrir un logement décent à tous les Gabonais sans exception, la commercialisation s'ouvre aussi aux Gabonais de l'étranger. Il suffit simplement d'aller sur notre site, remplir le formulaire et à partir de ce moment, nous établissons un rapport commercial avec nos compatriotes qui sont dans la diaspora et nous les mettons directement, automatiquement dans une démarche d'acquisition. La direction générale de l'ASNI s'engage à finaliser tous les chantiers issus du programme 3800 logements implantés à Libreville, au Vendo à Kanda ainsi qu'à l'intérieur du pays. Du sport pour la fin, la Fédération gabonaise de football s'active pour les ultimes réglages avant la sortie des Panthères pour ces deux confrontations les 26 et 30 mars prochains contre la Gambie. Dave Moubele-Pandi, Vincent Gabina pour les précisions. Engagée sur plusieurs fronts, la Fédération gabonaise de football que dirige Pierre-Alain Moungengui se projette déjà sur la double confrontation à venir face à la Gambie le 26 mars au stade de Franceville et le 30 mars à Banjul. En ce moment, il y a une mission conjointe ministère-Fédération gabonaise de football pour préparer l'arrivée de notre équipe en Gambie. Il y a une équipe à Franceville également qui est en train de préparer le match aller. Conscient de l'opportunité, il est revenu sur l'état d'esprit du groupe. Aujourd'hui, quand je parle de l'état d'esprit, ça commence par les joueurs eux-mêmes. Nous nous sommes retrouvés en France pour jouer un match amical contre le Burkina et c'est parti de là. Les joueurs se sont réunis et ont décidé de dire aux dirigeants que nous sommes, à savoir la fédération et le ministère, qu'ils voulaient maintenant jouer pour leur pays. Qu'ils en avaient marre d'entendre les Gabonais dire c'est des panthères édentés, c'est des panthères ci, des panthères ça. Les joueurs ont décidé de se mettre ensemble. Conscient de ce que la qualification pour la CAN 2021 au Cameroun passe par une mobilisation accrue de toutes les forces vives de la nation, Pierre-Alain a fait cet appel. Les Gabonais viennent soutenir cette équipe qui a justement besoin de ce soutien. Et cette équipe qui a décidé, avec ses joueurs, de faire mieux que ce qu'ils ont toujours fait. Je pense qu'ils méritent ce soutien de l'État, ce soutien de ce public. Maintenant que le challenge est lancé aux Gabonais de faire un bloc derrière la sélection nationale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des titres. Un nouvel archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, succède à Monseigneur Basile Vengon. Et bien des réactions foisonnent au sein de la communauté catholique au Gabon. Dans le journal également, Noël Mbumba, l'ancien ministre du pétrole, a été mis en liberté conditionnelle. Il a animé une conférence de presse ce matin autour des conditions de détention. Et puis l'ouverture à la commercialisation des résidences, les parasoliers, l'objet a été au cœur de la conférence de presse ce matin animée par la direction générale de la Société nationale immobilière. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.